siècles d'objectivité scientifique nous ont appris à nous méfier du témoignage. Les tribunaux sont pleins de témoins contradictoires qui racontent chacun à leur façon d'avoir été témoin. Et pourtant nous apprenons l'histoire qu'aucune expérience scientifique ne peut répéter devant nous. Comment une croyance peut-elle prendre naissance? Sur quels on-dit peut-elle être fondée? Comment peuvent s'entremêler bonne foi ou mauvaise foi, réelle ou imaginaire? Notre métier d'informateur et d'informateur visuel nous fait une obligation de réfléchir un peu à cet étrange pouvoir du témoignage, car si l'on disait déjà que le papier se laisse écrire, l'écran lui aussi se laisse faire, et nos contemporains peuvent être victimes d'énormes hallucinations collectives amplifiées par la télévision. Ainsi, à propos de soucoupes volantes, dont on a tant parlé et dont on ne parle plus tout à coup, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Pourquoi les uns y ont-ils cru et les autres pas? Qu'y a-t-il finalement de croyable ou d'incroyable dans cette histoire à dormir debout, dont les informateurs ont donné les plus fantaisistes échos? Sur le thème des soucoupes volantes, nous avons voulu traiter, non sans humour, ce thème de la fumée sans feu, bien davantage pour étudier le mécanisme du témoignage que pour traiter le sujet lui-même, pour lequel nous nous refusons toute compétence, autre que celle de citer quelques témoins forcément dépassés par leurs hypothèses. En automne de l'année 1954, tout un bric-à-brac de cigares, soucoupes, disques, cloches, méduses, tuyaux, cornets de marrons et ballotins de papillotes envahit le ciel de notre Occident chrétien. Comme Michel Morgan à Paris, Madame Poulard à Saint-Fargeau, Monsieur Pruneau ou Monsieur Mazot de Marvéjol, chacun leva les yeux au ciel pour voir ou ne pas croire à ces mystérieux objets célestes. Il y eut les pros et les antis, les amateurs et les nantis, les sceptiques et les prosélytes. Les humoristes se jetèrent ardemment dans la bataille. Les auteurs de bandes dessinées répliquèrent, mais dans un autre esprit. Pendant ce temps, les lecteurs se posaient des questions. Les analphabètes également. Les penseurs de service répondirent aux uns et aux autres. Le chauvinisme terrien ne manqua pas de se manifester. Le chauvinisme gaulois suivit tout aussitôt. Les hypothèses les plus folles furent mises à feu, lancées et retournées l'espace d'une saison. 10 ans après ces apparitions intempestives, nous avons demandé à Aimé Michel, auteur de 2 ouvrages sur ce qu'il est convenu d'appeler désormais le phénomène des soucoupes volantes, de faire le point de nos connaissances, des doutes ou des hypothèses sérieuses qui ont été avancées au sujet de ces mystérieux objets célestes. A priori, plusieurs questions étaient à élucider. D'abord, s'il s'agissait d'engins, vraiment. La première hypothèse qu'on pouvait faire, c'est que c'était des engins russes ou des engins américains. Or, les performances établies par les soi-disant, les prétendus engins, étaient tellement extraordinaires, dépassaient tellement les performances réalisées par les engins russes et américains. Je vous rappelle qu'en 1954, on était 3 ans avant la naissance de l'ère de l'astronautique, puisque les premiers Sputnik datent de 1957. Ils dépassaient tellement, dis-je, que on était en quelque sorte repoussé vers une troisième hypothèse, qui était celle de l'hypothèse extraterrestre. Et on était dès lors porté à interroger l'astrophysique. Or, que nous disait l'astrophysique à l'époque? On peut se demander si la masse de matière nécessaire pour faire une planète se trouve réunie partout. Eh bien, cette masse de matière dépend de la masse de l'étoile, puisqu'elle se forme dans un disque qui entoure l'étoile. Les soleils très petits, ceux qui sont moins d'1/5 du volume de notre Soleil,
ceux-là ne peuvent pas avoir d'étoiles, de planètes capables de retenir leur atmosphère. D'un autre côté, les soleils trop gros, c'est-à-dire plus de 3 fois notre Soleil, ont une vie tellement courte que la vie n'aurait pas le temps de se développer. Ils vivent que quelques dizaines de millions d'années. Dans les 200 milliards de soleils qui se trouvent ici sous forme de cette tache blanche, il y en a environ un tiers qui sont compris entre 1/5 et 3 fois la masse du Soleil et qui sont donc propices à la vie. Parmi ceux qui sont propices à la vie quant à cette première condition, on peut se demander ceux qui ont effectivement des planètes. Eh bien, sur les 40 étoiles qui entourent la Terre, et qui sont assez proches pour qu'on puisse déceler la présence d'un système planétaire, il y en a 16 qui ont des planètes. On en conclut qu'il y a environ 40% des étoiles qui possèdent un cortège planétaire. En combinant ces deux probabilités, on attribue à se dire qu'un dixième environ des étoiles ont une durée de vie suffisante pour donner carrière à la vie, et ont aussi un cortège planétaire, parmi lesquels se trouveront, nécessairement pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer, une planète favorable, car chaque étoile est entourée d'un cortège de planètes et non pas d'une seule planète. Il y a donc environ, dans cette tâche ici, 10 milliards de planètes qui sont favorables à la vie. Et chaque année, il se forme de nouvelles planètes. Il se forme de nouvelles planètes au rythme d'une tous les 5 ans, une planète habitable dans la galaxie. Mais comme il y a bien des milliards de galaxies, ça correspond chaque seconde à plusieurs centaines de mondes habitables qui sont formés. On a un peu l'impression, en considérant ceci, que tout l'univers est une machine à fabriquer des mondes habitables. Une fois que la vie a commencé à évoluer, il n'y a pas de raison décisive de penser qu'elle n'évoluera pas comme elle a évolué sur Terre, c'est-à-dire, dans les grandes lignes du moins, qu'elle donnera des organismes formés de cellules, des organismes de plus en plus complexes, assez complexes finalement pour porter une humanité pensante, ou un équivalent d'humanité. Voilà 3 ans, avait eu lieu une réunion très importante à Green Bank, aux États-Unis, qui était présidée par un lauréat des prix Nobel, M. Melvin Calvin, qui est un chimiste. Il y avait eu une grande discussion pour savoir comment on pourrait logiquement tenter d'entrer en communication avec d'éventuels êtres pensants qui se trouveraient dans d'autres régions de l'univers, y compris hors de notre galaxie. Et Melvin Calvin avait proposé alors un langage intergalactique qui pourrait être compris et qui était fondé sur les mathématiques. On a donc construit ce radiotélescope de Green Bank en améliorant ses performances, puisque maintenant sa portée va être allongée jusqu'à 1000 années de lumière, c'est-à-dire 10 millions de milliards de kilomètres. Récemment, dans une revue scientifique américaine Science, un grand savant qui s'appelle Agassiz, qui est de l'université Harvard, a soulevé des objections à ce projet. En admettant, dit Agassiz, que nos correspondants se trouvent à moitié chemin de la portée du radiotélescope de Green Bank, c'est-à-dire 500 années de lumière, il faudrait attendre, dans le meilleur des cas, 1000 ans pour obtenir un accusé de réception, ce qui fait que les hommes de notre génération ne sauront jamais s'ils ont oui ou non parlé dans le vide. Quant à nos héritiers, ils risquent fort d'oublier cette tentative de dialogue cosmique et de ne pas se préoccuper d'organiser un guet permanent pour recevoir l'accusé de réception. Il apparaît que tout compte fait, cette tentative et les autres pour retrouver ou pour découvrir la présence d'êtres pensants ailleurs que dans notre propre sphère biologique est vouée à l'insuccès. C'est très dommage, mais est-ce une raison pour refuser l'entreprise qui consisterait à rechercher ou le dialogue ou des traces d'autres civilisations sur notre planète même? Je ne crois pas que ce serait là une attitude scientifique. Kazantsev a ébranlé la sérénité scientifique pour la première fois en attribuant à l'explosion du 30 juin 1908 de la fameuse météorite de la Tungunskaya un caractère tout à fait extraordinaire. C'était pour lui un vaisseau propulsé par l'énergie atomique
qui s'était trouvé en difficulté au voisinage de la Terre et avait explosé. On n'a donné ni tort ni raison à Kazantsev, en dépit de très nombreuses expéditions scientifiques qui ont été organisées, mais néanmoins, il semble bien qu'on n'a pas eu affaire là à la chute banale d'une météorite géante comme cela s'était produit lorsqu'a été creusée l'excavation du météore-cratère dans l'Arizona aux États-Unis. Des témoignages scientifiques par la suite ont également attiré l'attention de Kazantsev et d'un certain nombre d'autres chercheurs sur des monuments de la période protohistorique, comme la terrasse de Baalbek, comme dans une période plus récente mais toujours protohistorique, les gravures rupestres de Tassili, et puis aussi sur cette fameuse porte de Tiahuanaco qui, en Amérique du Sud, semble reproduire le détail du calendrier vénusien tel qu'il aurait été calculé et attribuant à l'année vénusienne une durée de 220 jours. L'ennui, lorsqu'on regarde tous ces divers éléments, c'est que, comme l'on dit très vulgairement, il y a à boire et à manger. En fait, on ne trouve jamais un document irréfutable. À cette prudence toute scientifique s'opposa une floraison considérable de documents aimablement fantaisistes qui ne firent qu'augmenter la méfiance et l'agacement des esprits rationalistes. À la fin de 1954, un hebdomadaire avait proposé 1 million à celui des sélecteurs qui réussirait à photographier une soucoupe volante. Aucun envoi ne fut retenu, et le million proposé s'en alla, fort heureusement pour la morale, grossir la caisse d'une œuvre de bienfaisance. Cependant, s'il y eut des faux, et en grand nombre, qu'il fallait verser pour mémoire au dossier pittoresque de la mythologie soucoupiste, il y eut bon nombre de visions qui, pour réelles qu'elles furent, n'avaient aucun rapport avec le sujet qui nous occupe ce soir. Il s'agissait simplement de fausses interprétations de phénomènes naturels parfaitement connus. Il est certain que beaucoup de gens croient avoir vu une soucoupe volante et qui en fait n'ont vu qu'un ballon sonde, n'ont vu qu'un avion dans certaines circonstances, ou des météorites, ou la planète Vénus. Toutes sortes d'objets donc peuvent être mal interprétés. Et c'est la raison pour laquelle l'immense majorité des savants, il faut le dire, croient que le phénomène soucoupe volante n'existe pas, ou en tout cas qu'il n'existe pas, qu'il n'a pas d'autre existence que celle d'un phénomène mal interprété ou d'un phénomène psychologique. Je dis l'immense majorité des savants. Cependant, il faut dire aussi que la plupart des savants n'ont pas étudié le problème et que seuls quelques-uns d'entre eux ont consenti à perdre leur temps à se pencher sur ce phénomène bizarre. Aux États-Unis notamment, des enquêtes sérieuses ont été faites par différents organismes officiels. Les résultats de ces travaux firent apparaître que sur 100 observations, 95 à 98 pouvaient être expliquées. C'est évidemment très impressionnant, 95 ou 98% d'expliquer. Et on a tendance à penser que si tous les éléments de l'affaire étaient connus, les 2 ou 5 derniers pourcents seraient expliqués aussi. Cependant, ce n'est pas tout à fait comme ça que se présente la chose. Car les faits qui sont classés inexpliqués dans les documents de la commission d'enquête américaine, ce ne sont pas des documents pour lesquels les détails manquent. Ce sont des documents pour lesquels les détails sont connus et sont inexplicables. Par exemple, où on a vu un objet de forme non conforme, qui ne ressemblait ni à un avion ni à rien de connu, et on l'a vu de très près, par exemple. Ou on l'a vu se déplacer à des vitesses très grandes. Par exemple, il y a un document qui émane de l'aéronautique, de l'administration de l'aéronautique civile aux États-Unis, et qui a étudié toute une série d'observations radars qui ont été faites au-dessus de l'aérodrome de Washington. Et là, on voit que à plusieurs reprises, plusieurs radars, parfois 2 radars, parfois 3 radars, ont à la fois vu un objet et l'ont localisé de façon identique. On peut très bien comprendre qu'un radar
voient, comme disent les Américains, les techniciens américains, des anges, c'est-à-dire, en fait, ne voient rien du tout. Et qu'il s'agisse simplement d'un appareil détraqué. Seulement, quand plusieurs radars voient la même chose au même endroit, à ce moment-là, on ne peut plus parler d'explications de ce genre. Et dans cette période qui a été étudiée par l'aéronautique civile américaine, qui a duré quelques semaines seulement, eh bien, en quelques semaines, je vois là qu'il y a eu 5 ou 6 cas où 2 et même 3 radars l'ont vu à la fois. Et non seulement 2 ou 3 radars, mais en même temps, l'observation optique a confirmé le radar optique, c'est-à-dire que ça a été vu à l'œil nu et parfois en plein jour. Et que parfois aussi, on l'a vu passer devant un nuage. Il s'agit donc de quelque chose qui résiste à l'explication, non pas parce qu'on ne sait pas tout, mais parce qu'on en sait trop pour l'expliquer. Et il reste le fait que 98% cependant sont expliqués. Eh bien, j'ai demandé au professeur Hynek, il y a quelques années, ce que cachait le pourcentage, car il ne suffit pas de dire 98% sont expliqués. Il est beaucoup plus important de savoir combien ne sont pas expliqués en nombre absolu. Hynek m'a répondu, cela revient à peu près à 2 cas en moyenne par mois sur le territoire des États-Unis qui sont inexpliqués. 2 cas par mois, c'est beaucoup. C'est seulement 2%, mais c'est beaucoup en chiffre absolu. Alors, évidemment, il faut étudier ces choses-là avec un peu plus de soin du fait qu'on sait que certains faits sont inexpliqués et résistent à l'explication. Le travail d'élucidation en Europe a été fait principalement par des particuliers dénués de moyens autres que leur bonne volonté. Ces investigateurs ont dû étudier les témoignages et c'est essentiellement sur les témoignages que notre connaissance du phénomène est basée en Europe. de la France, à Carouble, nous rendons visite à M. Marius Deville, de l'homme qui prétend avoir vu en pleine nuit une soucoupe volante et ses 2 passagers. Alors, M. Deville. Alors, j'ai entendu mon chien qui criait pas normalement. Alors, je n'y ai pas fait cas au départ. Et c'est après que j'ai eu envie de pisser, je suis sorti. Je me suis donc approché dans ici, vous voyez. Et ce qui s'est passé, j'ai vu 2 hommes, je vous dis, 2 êtres. Alors c'est là que j'ai pensé... À quelle distance était-il de vous? À peu près, vous voyez, pour traverser le chemin, à peu près à 4 mètres. Sur ce chemin de terre, là? Sur ce chemin de terre, là. 4 mètres, oui. Oui, 4 mètres. Alors décrivez-les-nous, ces 2 hommes. Ces hommes, je les vois plutôt petits, à peu près 80 cm à 1 mètre. Oui, à peu près comme ça, vous voyez. Moins haut que la balissade. Vous allez pouvoir me les dessiner tels que vous les avez vus, ces bons hommes. Oui. C'est quoi, ça? Ça, c'est la tête, ça. Puis ça, vous voyez, c'est là qu'il marche. Là, comme je les vois, là, tous les 2... Ils n'avaient pas de bras? Je ne vois pas les bras. Je ne fais pas attention aux bras. C'est alors qu'un rayon vert a paralysé le témoin. Ben, j'ai voulu crier, j'ai voulu mettre ma main au visage. Impossible. Je suis resté comme ça. On aurait dit qu'il y avait une force invisible qui me retenait, vous savez. Formidable. Alors aussitôt, j'ai couru là, directement à l'endroit où était l'appareil. Ici, où nous devons découvrir les traces. Je vois qu'elles ont été entourées de blanc. Et il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8... Alors ça représente quoi? C'est le polygone de sustentation de l'appareil? Qu'est-ce que c'est? Moi, je ne ça, comprends écoutez, rien, ça, je pourrais rien vous dire. Hein. D'après la police de la voie, là, pas la police de la voie, mais la police de l'air, elle a fait des mesures. Par votre soucoupe est là? Oui. Comment est-elle partie? Ben, ma soucoupe est partie à la verticale, peut-être 40 mètres. Et tout de suite, comme ça? Alors c'est là qu'elle a pris son aspect comme une boule de feu. Vous savez, je l'ai vu partir dans la direction de l'Est. Les témoignages sont par nature sujets à caution et à discussion. À partir de récits comme celui-ci et de beaucoup d'autres qu'il a lus ou entendus, Lucien Barnier a tiré cette conclusion. Je ne crois pas au phénomène soucoupe volante. Je n'y crois pas parce qu'il semble que ce soit un phénomène réservé à certains privilégiés, plus perspicaces, plus clairvoyants que d'autres,
et trop exceptionnellement perspicace et clairvoyant. Il serait trop long d'expliquer les raisons subjectives qui font que je repousse l'hypothèse soucoupe volante. Je me bornerai simplement à dire que la démarche d'êtres pensants venus de si loin, au moins 5 ou 10 années de lumière de notre planète, et qui se contenteraient de faire des tours de piste autour de la Terre sans essayer de prendre contact, non pas avec des individus, mais avec ce qu'est authentiquement notre civilisation, en faisant un stage d'études prolongé, cette attitude ne me paraît pas être en rapport avec l'intelligence technique et l'intelligence scientifique et l'intelligence culturelle tout court qui aurait été nécessaire pour arriver à un stade aussi poussé d'une civilisation permettant de créer des engins qui, sous un faible volume, seraient capables d'accomplir de tels raids. À l'opposé de cette attitude se situe la démarche d'Aimé Michel, qui pendant 3 ans, de 1954 à 1957, rassembla des documents en provenance de France et de l'étranger, sans chercher, a priori, de justification à ces témoignages. Voici ce qu'il a découvert. Un jour, j'analysais les observations qui s'étaient produites en Bourgogne le 14 octobre 1954. Et en portant sur une carte les observations de ce jour, je me suis aperçu d'une chose, à vrai dire, étrange, à savoir que toutes les observations se portaient sur 2 lignes droites. Je me suis demandé alors si ce que j'avais trouvé pour le 14 octobre au-dessus de la Bourgogne n'était pas le commencement d'une structure générale. J'ai donc cherché à toutes les dates. Et c'est ainsi que j'ai trouvé des choses assez étonnantes. Par exemple, le 24 septembre 1954, il y avait 6 et 3, 9 observations qui m'avaient été rapportées, que j'avais trouvées dans la presse ou qui m'avaient été envoyées par les correspondants. Ces 9 observations étaient situées respectivement à Lantefontaine, en Lorraine, à Langeac, au Puy, dans le Massif central, et ensuite à Vichy, à Gelles, à Ussel, à Tulle, à Lanquac et à Bayonne. Tout cela dans le quart sud-ouest de la France. Or, en portant toutes ces observations sur une carte de France, on se rend compte que sur 9, il y en a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 qui sont rigoureusement alignés, 6 qui sont Vichy, Gelles, Ussel, Tulle, Lanquac dans les Landes et Bayonne. Et quand je dis aligné, il ne faut pas croire que c'est un alignement approximatif, pas du tout, c'est quelque chose d'extraordinairement précis, au point que sur une carte au 200 millième, c'est-à-dire une carte où 1 millimètre correspond sur le terrain à 200 mètres d'écart, on ne voit pas un seul écart. On ne voit pas un seul écart, c'est-à-dire que ces 6 points sont alignés avec une précision absolument merveilleuse et inexplicable par le hasard. Je vous ai parlé du 24 septembre, je pourrais vous parler aussi, par exemple, du 15 octobre 1954. Ces observations étaient étalées sur toute l'Europe. Il y en avait une en Angleterre, à Southend, il y en avait une près de Calais, ensuite à Eastberg, une entre Niffer et Camps, une près de Rovigo, sur l'embouchure du Pô. Et toutes ces observations étaient parfaitement alignées également. Nous avons appris, en lisant la presse de province, que le 29 août 1962, une observation très étonnante avait été faite sur un petit hameau qui s'appelle Le Voria et qui était dans le Puy-de-Dôme. Cette observation, nous avons voulu la localiser. Nous avons cherché Le Voria dans le dictionnaire des communes, mais c'était un hameau, ce n'était pas une commune, et par conséquent, il n'était pas dans le dictionnaire. Il fallait donc le chercher à la main, si j'ose dire. Et nous avons pris la carte au 200 millième du Puy-de-Dôme et nous avons commencé à chercher Le Voria, un lieu-dit appelé Le Voria. 2 heures après, et à la fin de l'après-midi, nous y étions encore et nous n'arrivions pas à le trouver. Quand, au moment où nous faisions ce travail, un de mes amis eut l'idée suivante. Il dit, mais le Puy-de-Dôme est traversé par la ligne Bayonne-Vichy. Est-ce que par hasard, ça ne serait pas sur cette ligne? Nous avons donc tracé la ligne Bayonne-Vichy sur cette carte 200 millième et à ce moment-là, nous sommes retournés vers les déclarations des témoins. Et les témoins, que disaient-ils? Ils disaient que l'objet avait été aperçu au-dessus de la gare du Voria. S'il y avait une gare, il y avait donc un chemin de fer. Et s'il y avait un chemin de fer, ce chemin de fer se trouvait sur la carte. Il suffisait donc de suivre la ligne Bayonne-Vichy à travers le Puy-de-Dôme jusqu'à ce que cette ligne coupe
un chemin de fer, une ligne de chemin de fer. Et alors, c'est ce que nous avons fait. Nous avons suivi, comme ceci, nous avons suivi la ligne Bayonne-Vichy, nous avons survolé Pont-Gibaud, et à un endroit, la ligne coupait une voie de chemin de fer. Et il y avait un petit village à cet endroit. Nous avons regardé, et son nom était le Voria. Donc, si la forme de l'engin qui apparut au-dessus du Voria le 29 août 1962 peut être aisément décrite, le dessin que fit M. Rouchon ce jour-là recoupe parfaitement le récit des témoins. Il paraît extrêmement difficile de recueillir des indications sur la matière de ces objets, et à plus forte raison sur l'énergie qui leur permettrait de franchir des distances considérables. Et ce ne sont pas les rares photos que nous possédons qui peuvent nous apporter des précisions à ce sujet. Car s'il existe beaucoup de photos truquées, il en est quelques-unes cependant qui résistent à une analyse sérieuse. Elles sont assez rares, mais il en existe quelques-unes. Et il y a en particulier cette série de photos, très belle série de photos, qui a été prise le 5 juin 1955 en Belgique, et qui est très troublante, qui vraiment inspire assez confiance pour toute une convergence de raisons. D'abord, il y en a 3 qui ont été pris sur la même plaque, enfin sur la même série de la même bobine. C'est une série de 3 photos. L'objet, on le voit évoluer de photo en photo, mais c'est surtout l'analyse des photos elles-mêmes qui est assez probante. Sur celle-ci, on voit en particulier qu'il y a une certaine sorte de nuage et que l'objet est pris dans le nuage. On le voit même, on dirait même que le nuage est produit comme une espèce de fumée par l'objet lui-même. Eh bien, ce nuage, les météorologistes savent qu'il ne peut pas se produire au-dessous d'une certaine altitude, disons 15 ou 1200 mètres. Mais si ceci s'est produit à 1500 mètres d'altitude, l'objet qui est pris dans le nuage lui-même doit avoir une certaine dimension, au moins une vingtaine de mètres. Et à ce moment-là, naturellement, l'envoi d'un objet d'une vingtaine de mètres de diamètre à 12 ou 1500 mètres d'altitude, c'est une petite plaisanterie qui n'est pas à la portée du premier amateur venu, et on connaît très bien l'auteur de cette photo. C'est un monsieur qui manque naturellement de moyens qui correspondent plutôt à celui d'une grande industrie. D'autre part, quand on analyse la photo elle-même, on trouve ceci, que le grain de l'objet est le même que le grain de l'espace environnant, ce qui montre qu'il n'y a pas eu superposition, il n'y a pas eu trucage strictement photographique, l'objet a bien été photographié tel qu'on le voit là. Mais il y a un autre type de document qui est encore certainement plus intéressant, ce sont les documents qui sont pris par des appareils automatiques, en particulier comme ceux dont usent les astronomes, en particulier cet appareil qu'on appelle l'analyseur trajectoire. Cet appareil est fait essentiellement pour observer les météorites. On le branche le soir, il travaille seul toute la nuit. Il y a 2 appareils, un à chambre fixe, l'autre à chambre tournante. Et voici par exemple une double photo à chambre tournante et à chambre fixe qui représente le même objet passant au même moment. C'est le même objet qui a été pris par les 2 chambres séparément. Celui qui est à chambre tournante donne des traces, n'est-ce pas, ce sont des traces d'étoiles, des traces qui forment des cycloïdes, et les autres qui forment des lignes droites. Eh bien là, l'objet en question, c'est un avion, c'est très net, on voit les pointillés qui se succèdent, il s'agit des feux verts et des feux jaunes alternés de l'avion qui se déplace. Ceci donc, c'est parfaitement identifiable et ne pose aucun problème. De même, ceci est une photo exactement double, exactement comme la précédente, représentant une météorite avec chambre tournante et chambre fixe, et on voit que la météorite s'est allumée, est passée rapidement et s'est éteinte. Le pointillé ne correspond pas du tout à la réalité du phénomène. Le pointillé vient tout simplement que les 2 chambres sont obturées tous les dixièmes de seconde. Ça aussi, ça ne présente absolument aucun problème, on sait de quoi il s'agit de météorites. Mais voici quelque chose de plus curieux. Il s'agit d'une double photo qui a été prise précisément en 1954 au moment de cette grande vague, et cet objet est qualifié par l'astronome qui a pris la photo d'objet suspect, n'est-ce pas, non identifié. Dans cette double photo, on voit, dans la chambre fixe et dans la chambre tournante, on voit une série de pointillés se déplaçant à une vitesse relativement restreinte et d'une façon rigoureusement rectiligne. Et l'objet apparaît à un bout de la photo, il disparaît à l'autre bout de la photo, il a donc, et même
il se poursuit au-delà de la limite de la photo, et par conséquent, il s'est déplacé sur un arc de cercle assez vaste dans le ciel. Eh bien, celui-là est assez inexplicable, car il se déplace plus vite apparemment qu'un avion, moins vite qu'une météorite, et en ligne droite, il s'agit d'un objet suspect, et d'un objet qui par conséquent invite à l'attention et à l'investigation. À toutes les époques, les hommes ont étudié le ciel. D'abord pour y déchiffrer les signes de leur destin, ensuite pour essayer de comprendre scientifiquement les phénomènes célestes. Lorsque les moyens de connaissance se révélaient insuffisants, les rites initiatiques proposaient, quelquefois avec une intuition étonnante, des explications. Il nous reste donc aujourd'hui un grand nombre de textes dans lesquels sont consignées des observations anciennes. Dans un livre publié il y a quelques années et intitulé Les extraterrestres, Paul Misraki, sous le nom de Paul Thomas, a repris un certain nombre de ces récits qui ne seraient pas sans analogie avec le sujet qui nous occupe ce soir. À Marseille, en 1871, on a vu, paraît-il, un grand disque argenté survoler la ville. En Turquie, à Andrinople, quelques années avant, on avait également vu un énorme engin de la même couleur. Parmi les témoins se trouvait un astronome. Et on peut continuer indéfiniment de cette façon, et on arrive assez rapidement à la Renaissance, où, grâce au psychologue Carl Jung, qui a écrit un livre sur ce sujet, nous avons le récit détaillé d'une apparition de soucoupe volante au-dessus de la ville de Bâle en 1566. Le 7 août de cette année-là, à l'heure du lever du soleil, entre guillemets, on a vu dans l'air beaucoup de grosses boules noires qui se dirigeaient à grande vitesse et très rapidement vers le soleil, puis qui firent demi-tour, s'entrechoquant les unes les autres, comme si elles menaient un combat. Un grand nombre d'entre elles devinrent rouges et aignées, et par la suite, elles se consumèrent et s'éteignirent. Dans la Gazette de Nuremberg de 1561, on trouve un récit semblable. L'apparition a été vue par beaucoup d'hommes et de femmes. Elle était faite de boules de couleur rouge sang, bleuâtre ou noir, et de disques circulaires en grand nombre au voisinage du soleil. Beaucoup restaient isolés, et entre ces boules, on vit nombre de croix couleur de sang. Du soleil et du ciel, c'est tombé sur la terre comme si tout brûlait, et avec une grande vapeur, tout s'est consumé. On trouve dans la Bible nombre de descriptions qui également font penser, à tort ou à raison, au phénomène qui nous occupe ce soir. De nombreux exemples d'apparitions de colonnes de nuées, de chars de feu, de disques tournoyants, ont été relevés patiemment dans la Bible par Paul Misraki. Retenons l'interprétation qu'il donne de la vision d'Ézéchiel qu'a illustré Jean Latapie. Voilà ce que dit Ézéchiel. « Je regardais, et il y eut un vent de tempête soufflant du nord. Un gros nuage apparut dans le ciel, environné d'une lueur, et une sorte de feu tournoyant au centre duquel se distinguait un éclat métallique. Et je regardais encore. Voici qu'il y avait à terre un disque, et auprès de ce disque un être vivant. Et il y avait 4 êtres vivants et 4 disques. Les 4 roues avaient une même constitution et une même forme. Leur structure était comme si une roue était au milieu d'une autre roue. Je continuai à regarder, et leur circonférence me parut de grande taille, et elle paraissait couverte d'yeux tout autour. Et lorsque les êtres vivants avançaient, les disques avançaient avec eux, et lorsqu'ils s'élevaient de terre, les disques s'élevaient de terre avec eux, car ces disques se déplaçaient suivant l'esprit de ceux qui les dirigeaient, comme si cet esprit était en elles. Un peu plus loin, Ézéchiel décrit les 4 êtres vivants qui sont les passagers de ces disques. Et là encore, c'est assez surprenant de trouver que cette description rappelle d'une part les bas-reliefs de l'époque babylonienne qui représentent des génies aux pieds de veau et
avec une tiare sur la tête et plusieurs attributs bizarres. Et d'un autre côté, il rappelle également certaines descriptions des petits êtres, des petits hommes que certaines personnes de nos jours ont vus au sol à côté d'une soucoupe volante. Voici le texte. Les 4 vivants avaient 4 faces. Le premier avait une face de kéroub, le second une face humaine, le troisième une face de lion, le quatrième une face d'aigle. Ses jambes étaient droites et leurs extrémités ressemblaient aux sabots d'un bœuf. Des mains humaines apparaissaient sous ses ailes. Et ceux qui étaient sur leur tête ressemblaient à une voûte pareille à du cristal tendue au-dessus de leur tête. Ce qui paraît correspondre à l'usage d'un scaphandre translucide. Imaginons un instant la stupeur de nos ancêtres s'ils s'étaient trouvés face à face avec cette capsule spatiale américaine et la description qu'ils auraient pu en donner dans le langage de leur temps.